Qu'est-ce qui se passe là? Gouvernement nous écoute pas. Et nous faut pas. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va là? C'est pas pour ça qu'on est tous là. Si ça tombe plus, nous écoute pas. Incohérence, incohérence, incohérence comme ça se peut pas. Incohérence, incohérence, incohérence comme ça se peut pas. Une excellente formule, la formule pique-nique, je crois. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, tout le monde a l'air heureux. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on recherche. On ne se laissera pas abattre par cette nouvelle-là. On va continuer à se battre, ça c'est sûr, par exemple. La formule, comme je vous avais déjà expliqué sur Internet, pour ceux qui ont Internet, c'est une formule pique-nique. On est tous là, convivial, on mange, on jase entre nous autres. On a un micro ici, on va avoir de la musique aussi, on va avoir des interventions quelquefois. D'ailleurs, tout à l'heure, on va commencer par l'intervention de M. le maire Jean-Maurice Matte. Ensuite, on va avoir des interventions de notre part, le comité Urgence d'agir. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce qu'on entend bien là-bas? Oui, là-bas aussi. Ici, à côté, je suis certain qu'on entend bien. Antoine, moi, j'aimerais dire que les acteurs dans le dossier, c'est tous les gens qui suivent la mobilisation, tous les gens qui ont compris qu'on ne devait pas perdre notre centre de santé, notre urgence, notre centre de premiers soins, qu'on devait maintenir ça 24/7. Moi, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le maximum d'informations que je peux vous donner en lien avec la réalité locale, le travail qui se fait, des exemples aussi, et je serai disponible là, si les gens veulent me parler après ça. J'aimerais mentionner quand même que pour nous, la mobilisation, elle est importante. Je trouve qu'à l'heure actuelle, depuis le début, ça se fait d'une façon respectueuse. C'est des bonnes actions. C'est sûr que ça frappe fort au bureau du ministre, puis les gens sont pas contents. Mais à un moment donné, ça prend des gens en haut lieu qui sont capables de répondre des actions des fonctionnaires qui sont normalement en bas d'eux autres. Fait que moi, je vous invite à continuer, puis je lis beaucoup les messages sur Facebook quand vous commentez, que ce soit lorsque la présidente du CIS parle, ou que ce soit le ministre, que ce soit n'importe qui. Je trouve vraiment que vous avez des bons arguments, vous êtes bien documentés, vous êtes respectueux. Continuons comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire comprendre au gouvernement du Québec la décision qu'ils sont en train de prendre, et c'est pas la bonne décision, et c'est extrêmement dommageable. Évidemment, on suit l'actualité, donc j'ai bien entendu la présidente du CIS qui s'est exprimée hier sur ce qui est divulgué à partir de Santerre. Ben, honnêtement, je me sentais visé un petit peu, là, sur des faussetés, des chiffres erronés, qu'on fait de la désinformation. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les faits qu'on divulgue sont les faits réels sur le terrain, sur la fréquentation de l'urgence, sur l'utilisation des lits d'hospitalisation. Et on s'est aperçu que ceux qui ont été appelés à prendre la décision en lien avec la fermeture de l'urgence n'ont pas nécessairement fait basé sur les réels chiffres. Et là, on sent là, que ça commence là, dans le comité décisionnel là, à branler un petit peu, parce qu'en haut, ils ont entendu 3, mais d'en bas, ils disent non, c'est 9, puis en haut, ils ont entendu 22, puis ils disent non, en bas, c'est 59. Alors, les gens commencent à se questionner, est-ce qu'on a pris une décision basée sur la réalité terrain? Puis ça, c'est quand même une bonne nouvelle qui se questionne, parce qu'ils ont commencé à consulter par en bas, ce qu'ils n'avaient pas fait lorsqu'ils ont pris leur décision. Vous avez certainement entendu parler cette semaine, ça a beaucoup coulé dans les médias, d'un rapport interne du CIS qui disait qu'à 66%, la fermeture du centre de santé de Santerre
était jugé dans la catégorie inacceptable. Ça veut dire que tous les paramètres là, qui ont été analysés pour décider de fermer l'urgence, c'était dans la catégorie inacceptable. Je pense qu'Antoine va divulguer quelques faits en lien avec ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une décision qui a été prise sur une réalité qui était que les mesures d'atténuation n'étaient pas en place, que ça n'avait pas été bien analysé, et ça, évidemment, c'est dans les médias aujourd'hui, mais c'est aussi sur le bureau du ministre Dubé qui doit aujourd'hui questionner sa présidente de CIS. Pourquoi vous avez accepté de fermer l'urgence lorsqu'à 66 % des paramètres d'analyse disaient que c'était inacceptable de fermer l'urgence? Je veux vous donner un exemple, parce que des exemples, on en a à tous les jours. Des exemples, là, une chance que le centre de santé était ouvert. Je vais vous en donner une qui est arrivée hier soir. Hier soir, Yves Despiteau a mis sur sa page Facebook, il parlait des chasseurs et il a vu passer une ambulance en avant de chez eux. L'ambulance s'est rendue jusqu'à Forsyth pour aller récupérer une dame enceinte dans le train Via Rail à Forsyth et pour l'amener à l'urgence de Sainte-Terre. Moi, je ne vous parlerai pas des résultats de ce qui s'est passé avec cette dame-là, mais je peux vous dire que une dame enceinte dans un train à Forsyth, quand l'ambulance est partie, elle n'a pas envie de rouler jusqu'à Val-d'Or pour régler son cas. Elle était très contente d'avoir une urgence ouverte hier soir à Sainte-Terre à 11 h le soir. Et ça, c'est des histoires de même, là, on en entend maintenant à tous les jours. Puis on le sait comment que notre urgence, notre centre de santé a été extrêmement fréquenté dans les dernières semaines. On nous a accusé de critiquer 6 000 employés du CISAT. Moi, je vous confirme qu'on ne critique pas les 6 000 employés du CISAT. On est très heureux, très fiers du travail qui est fait ici à Sainte-Terre par le personnel du CIS, mais à toutes les fois qu'on a allé chercher des spécialités, que ce soit à Val-d'Or, à Rouyn, à Amos, on a un service extraordinaire en Abitibi-Témiscamingue. Une stratégie de communication de dire que les gens de Sainte-Terre critiquent les 6 000 employés du CIS, c'est une stratégie qui est démodée. Nous, on est fiers du personnel de la santé, tant à Sainte-Terre qu'ailleurs. On critique peut-être ceux qui ont à prendre des décisions qui sont pénalisantes pour nous, mais définitivement pas les 6 000 employés du CIS. C'est quoi un service d'urgence? Pour ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur, pas la main, qui ont eu la chance d'écouter l'entrevue la plus récente que j'ai faite à Jeff Fillion, il m'a amené sur le terrain des services d'urgence. Les services d'urgence, là, en arrière ici, il y a une caserne d'incendie. Caserne d'incendie, la ville, par obligation du gouvernement du Québec, mais surtout parce qu'on veut protéger notre population, on a mis dans les 10 dernières années 4 millions de dollars dans notre service incendie. Camions, casernes, formation des pompiers. À chaque année, on met beaucoup d'argent avec Sainte-Terre-Paroisse et Bellecour pour notre service incendie. C'est un service d'urgence et jamais le gouvernement nous dirait « Fermez votre caserne de pompiers, puis quand vous aurez un feu, les pompiers de Val-d'Or viendront vous éteindre. » Même chose pour la Sûreté du Québec. Lorsqu'il y a eu la restructuration de la Sûreté du Québec au début des années 2000, où il n'y avait plus de sûreté municipale en région, à Val-d'Or entre autres, et on avait établi la Sûreté du Québec partout dans les régions du Québec, il y avait une obligation d'avoir un poste auxiliaire à Sainte-Terre, 15 policiers, 2 personnels administratifs. Pourquoi? À cause des distances avec Val-d'Or, à cause des distances avec Quévillon, Barrault, le territoire, la réserve phonique La Vérandrie. C'est une décision du gouvernement du Québec de maintenir un service d'urgence de police à Sainte-Terre à cause des distances. Alors, comment le gouvernement peut obliger la sécurité publique de maintenir un poste de la Sûreté du Québec, une municipalité de maintenir une caserne incendie, puis lui-même dit, au niveau des soins de santé, c'est pas important si vous faites 1 heure de route. Alors ça, le ministre Dubé a eu cet argument-là, puis on va continuer à frapper cette contradiction-là dans l'action du gouvernement. J'ai eu la chance de jaser avec Marc Lefebvre ce matin, notre pharmacien, Cathy également, qui suit beaucoup ce qui se passe sur Facebook. Eux sont très inquiets.
Eux, ils disent, est-ce que la population de Sainte-Terre va devenir une population Tylenol? Est-ce que le soir, là, au lieu d'aller chercher nos services de santé, on va plutôt aller à la pharmacie, puis nous-mêmes décider de quelle médication serait bon pour nous, parce qu'on n'est pas en mesure de rouler jusqu'à Val-d'Or? Alors, est-ce que la population de Sainte-Terre, avec cette décision-là, va devenir une population Tylenol? Nous, on ne veut pas. Les pharmaciens sont inquiets de ce qui se passe actuellement avec la fermeture de notre centre de santé. On a beaucoup parlé des propositions municipales. La proposition municipale, là, elle a été déposée au 6 le 24 septembre. Et elle a été peaufinée depuis, améliorée. C'est une proposition d'horaire moderne, innovante, travaillée avec les gens ici au centre de santé, où on ne sent pas trop qu'il va y avoir de l'opposition syndicale sur la proposition municipale. Déposée au 6 le 24 septembre, peaufinée depuis. Nous, on a un horaire pour notre personnel infirmier à l'urgence et au lit longue durée qui dure 6 semaines. Puis ça se répète de 6 semaines en 6 semaines. Pas d'MOI dans le système, main-d'œuvre indépendante. À peu près 4 de temps supplémentaire. Alors, cette proposition-là qui a été déposée le 24 septembre, où le 6 nous a dit « on va l'analyser, on va la regarder », on est rendu le 9 octobre, aucune autre rencontre de planifier, aucune nouvelle du 6 sur la proposition qu'on a faite. Et qu'est-ce que le 6 fait actuellement? C'est qu'ils mettent des dizaines de personnes en team ou en Zoom avec nos gens ici au centre de santé pour bâtir leur propre horaire sur une urgence ouverte 8 heures, qui va obliger notre personnel infirmier à faire du temps supplémentaire obligatoire, parce que quand l'urgence va fermer à 4 heures le soir, c'est pas vrai que les patients qui sont là vont s'en aller chez eux. Là. Non, il faut que tu les gardes jusqu'à 6, 7, 8, 9 heures. Puis qu'est-ce que le personnel infirmier va faire? L'infirmière, l'infirmier qui avait prévu un souper le soir, il va dire, le médecin va dire, non, tu ne peux pas t'en aller. Là. Obligatoirement, tu dois rester tant qu'il y a du monde dans la boîte. Nous, on n'en vit pas de temps supplémentaire obligatoire actuellement. La proposition du 6 va nous amener à faire à Sainte-Terre du temps supplémentaire obligatoire, ce que le ministre veut enrayer à travers le Québec. Ça va prendre des MOI, des main-d'œuvre indépendantes pour compléter l'horaire que le 6 est en train de travailler. Tout ça à cause des règles syndicales, tandis que nous, on a une proposition qui n'a pas de main-d'œuvre indépendante. Puis je vous le dis, là, tout ça est travaillé par une douzaine de gestionnaires. Il y avait juste à en prendre 2 pour travailler ce qu'on a proposé, puis l'appliquer. Puis aujourd'hui, on ne parlerait pas de fermeture, on parlerait de solutions innovantes. Moi, je ne veux pas parler d'incompétence. Je pourrais certainement parler de paresse intellectuelle au niveau du 6, en lien avec notre proposition qu'ils ne sont pas en mesure d'étudier, d'analyser, puis le travail qu'ils font, qui est toujours dans la même trail, dans le même sentier, qui ont toujours travaillé depuis des années, et de toute évidence, qui ne fonctionne pas. On parle de recrutement. On nous demande de recruter. Premièrement, à Sainte-Terre, il n'y a pas de poste ouvert. Tous les postes sont occupés. Mais moi, j'ai quand même, là, puis j'en ai un dans mes mains ici, là, une main-d'œuvre indépendante de l'extérieur de Sainte-Terre, de l'extérieur de la MRC, qui m'a envoyé son CV. Elle dit, moi, je suis prêt à travailler à Sainte-Terre, mais je suis prêt à travailler dans n'importe quelle urgence. Je l'ai ici, son CV, là. Je ne le lirai pas, on va garder la confidentialité. Cette personne-là, elle a voulu se prévaloir du plan Dubé, le 15 000 ou le 18 000 ou le 12 000 qu'il donne pour le personnel. Elle a appliqué. 2 jours après, elle avait un email, même pas un coup de téléphone, d'une secrétaire du 6. Votre candidature est refusée. Elle a appliqué en Mauricie. Elle a pris une chance. Elle a dit, c'est peut-être moi qui n'est pas bonne. Elle a appliqué en Mauricie. 24 heures après, elle avait une lettre d'embauche. Alors, est-ce qu'il y a une réelle volonté du 6 de régler le cas de Sainte-Terre? On peut en douter. Il va falloir que le ministre se saisisse de ces cas-là. Mme Roy s'inquiète beaucoup de la découverture vaccinale. En fait, elle ne s'inquiète plus. C'est ce qu'elle a dit récemment. Je ne m'inquiète pas en Abitibi-Témiscamingue de la découverture vaccinale.
premièrement, chez nous, on n'a pas de COVID, puis des cas de COVID, il y en a pas tant que ça, semblerait, au niveau du personnel infirmier, au niveau des inhalothérapeutes, chez nous. En tout cas, elle a dit à RDI qu'elle ne s'inquiétait pas de ça. Même chose pour les besoins de régler des cas urgents ailleurs. Ils sont venus en chercher une main-d'œuvre indépendante à Santerre. Nous, on est convaincus que ce qu'il faut, c'est régler les soins critiques, régler les urgences. Alors, cette personne-là, aujourd'hui, qui sont venus dépouiller Santerre de cette ressource-là, elle travaille dans des soins à domicile à Val-d'Or. Alors, je comprends qu'il y a peut-être des besoins là aussi, mais c'est certainement pas aussi urgent que dépouiller Santerre de ses ressources lorsqu'elle nous dit qu'il faut les envoyer dans des cas urgents à Val-d'Or. Des soins à domicile, c'est définitivement pas aussi urgent. Jeudi, elle a annoncé qu'il y avait 28 infirmières de recruter. Une douzaine d'infirmières, puis 16 qui changent de statut. Jeudi. Mais ce qu'elle dit depuis 2 semaines, c'est que dès qu'il y aura une infirmière qui va rembarquer dans le réseau, Santerre, vous êtes votre priorité. Vous êtes notre priorité. Alors, 28 nouvelles infirmières dans le réseau. Est-ce qu'on est toujours la priorité? On maintient quand même la fermeture de Santerre. Alors, moi, je le dis à Mme Roy, si on est vraiment la priorité, vous en engagez 28, y a-t-il moyen qu'on garde notre urgence ouverte? On peut vraiment à ce moment-ci se demander si cette fermeture-là ne cache pas autre chose que la réelle intention de récupérer 2, 3 ou 4 ressources pour Val-d'Or ou pour ailleurs. Alors nous, on va continuer à dénoncer ce délestage de responsabilité-là vis-à-vis de la communauté de Santerre. On est en train de nous priver de nos services de proximité, des services de qualité, des services sécuritaires, des services 24/7. Je ne sais pas qu'est-ce que les citoyens vont faire le 18 octobre. Vous, là, ce que les citoyens vont faire. Moi, je pense que si vous vous sentez lésé par un centre de santé fermé, un service de proximité qui n'existe plus, je pense qu'il va falloir qu'individuellement, les citoyens qui se cogneront à une porte fermée, envisager personnellement, par des lettres, d'envoyer une mise en demeure au ministre Dubé, à Caroline Roy, puis au président du conseil d'administration, Claude Morin. Je pense que si cette fermeture-là se confirme, il va falloir réellement envisager, viser les individus par des mises en demeure qui ont pris cette décision-là. On va poursuivre notre travail. Cette semaine, vous allez encore nous voir beaucoup dans les médias. Moi, mon rôle, c'est vraiment de maintenir... Santerre est rendu un symbole au niveau du Québec. Moi, j'ai des appels de Sainte-Anne-des-Monts, Matane, Roberval, de plein de maires qui disent « Hey, nous, on aimerait ça avoir cette mobilisation-là. On aimerait ça... nous, ça se passe chez nous, là. C'est effrayant ce qui se passe chez nous au niveau de la contingence. On voudrait avoir cette mobilisation. Là, on est rendu un symbole. On va rester dans les médias nationaux. On va le faire on va s'assurer de faire connaître à l'interne, dans le gouvernement du Québec, notre réalité. On va avoir cette semaine la présence de politiciens qui vont passer à Santerre et de journalistes nationaux qui vont passer à Santerre. C'est sûr qu'on va les accompagner. Si on est en mesure de les emmener dans le centre de santé, on va le faire. Si on est en mesure de les faire rencontrer des infirmiers, des infirmières, des docteurs de chez nous qui sont capables de bien expliquer la réalité locale, on va le faire. Mais vous pouvez être assurés qu'on ne lâchera pas. Puis je peux vous rassurer aussi, là, vous savez qu'il y a une transition au niveau de la mairie, au niveau du conseil de ville, mais le conseil actuel qui a travaillé avec acharnement dans ce dossier-là, je suis convaincu, même très rassuré, que le conseil qui s'en vient va travailler avec la même ardeur et le même dévouement pour faire en sorte que notre centre de santé ne ferme jamais. Merci beaucoup d'être là. Merci à la mobilisation. Bravo pour votre travail. Là, je vais passer la parole à Mme Nataliane Pelcha, la nouvelle mairesse entrante. On va lui souhaiter la bienvenue. Bien, merci Antoine. Oui, c'est ça, comme Antoine a dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nataliane Pelcha, et je serai votre prochaine mairesse dans la semaine du 25 octobre officiellement. Il n'y a pas de journée précise encore. Vous comprendrez que
c'est pas nécessairement la transition idéale qu'on aurait souhaité, moi et Jean-Maurice, mais avec les circonstances de l'urgence, on va y aller stratégiquement. Donc, on ne sait pas si ça va être le 25, le 26, le 27, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas le choix d'être dans cette semaine-là que je dois être assermentée, parce que j'ai pas le choix d'être assermentée dans les 30 jours de ma proclamation. Donc, c'en est ainsi pour au niveau de la mairie, fait que je voulais vous parler de ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler pour vous rassurer. Jean-Maurice, il l'a dit, toutes les entrevues que j'ai faites jusqu'à maintenant, je l'ai dit, que ça allait être notre dossier prioritaire, même si c'était pas lui qu'on voulait que ce soit prioritaire, on avait beaucoup d'autres projets à vous offrir, mais c'est certain qu'en tant que citoyenne de Sainte-Terre en premier lieu, et surtout que je suis native ici, c'est certain que c'est un dossier qu'on lâchera jamais. Vous pouvez compter sur nous, c'est officiel. Jean-Maurice va bien faire la transition avec moi, voir où est-ce qu'on en est rendu. On fait souvent des rencontres, donc on suit le dossier, même si vous ne me voyez pas nécessairement en premier plan. C'est pour ça qu'on laisse Jean-Maurice aller jusqu'à la fin de son mandat. Et on le remercie énormément parce que je pense qu'il nous représente fièrement Sainte-Terre et très, très bien aussi, j'aimerais dire. Mais j'aimerais aussi aujourd'hui m'adresser à vous pour vous donner un exemple. OK? J'ai beaucoup d'amis de l'extérieur de Sainte-Terre. On m'a un peu challengé cette semaine. OK? Je vous montrerai pas les textos, vous allez voir avec qui, mais c'est pas ça qui est important, c'est de dire, avec toute la crise qu'on vit actuellement, pourquoi que vous autres sanitaires, vous ne faites pas votre petit bout de chemin pour aider la crise qu'on vit actuellement avec le manque de personnel, etc. Et ma réponse a été très longue parce qu'on s'est échangé quand même beaucoup de textos, mais dans le fond, c'est assez simple. Pourquoi toucher à un milieu qui existe déjà? J'ai dit, nous, les gens de Sainte-Terre, on n'est pas égoïstes avec ce qu'on demande. On n'est aucunement égoïstes. C'est des services qu'on avait déjà. Donc, pourquoi nous enlever quelque chose? On n'exige pas du jour au lendemain d'avoir un centre de santé à Sainte-Terre. C'est aucunement ça qu'on exige du ministère. C'est pas ça qu'on demande. On dit, on a déjà tout ça. Et moi, je dis toujours, Sainte-Terre, c'est comme un mini centre hospitalier. On n'a pas juste l'urgence. Oui, l'urgence, c'est ça qui est le plus important. On commence avec ça. Mais on a tous les autres soins. On peut faire de la physio à Sainte-Terre, on a un laboratoire, on a une mini-chirurgie. Il arrive quelque chose, oui, on peut avoir des points de suture à Sainte-Terre. On a aussi les soins à domicile, on a le CHSLD, et j'en passe, les travailleurs sociaux. Fait que si on perd une urgence, tranquillement, on va perdre les autres soins. Fait que c'est pour ça qu'on se bat. On se bat juste pas juste pour une urgence. Et ce que je disais aussi, c'est qu'on se bat pas juste pour nous. L'exemple de l'ambulancier qu'il y a eu cette semaine, là, je me souviens plus quelle journée parce que comme moi, sûrement, vous suivez beaucoup Facebook. Mais c'est un peu ça. Notre ambulance est partie, on l'a déjà dit, mais ça va aussi nuire aux autres territoires. Puis c'est ça qu'il faut lancer comme message quand vous parlez avec les gens de l'extérieur. L'exemple que Jean-Maurice a dit ce matin, c'est ça notre réalité. C'est vraiment ça notre réalité. Donc, il ne faut pas lâcher et je vous encourage à continuer à participer aux différentes mobilisations qu'il va y avoir dans les prochains jours. Puis je vous souhaite de profiter de cette journée. Ben là, ensoleillée, on a perdu un peu, mais en tout cas, fait que je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Nathalie-Anne Pelchat, bientôt mairesse, ou déjà mairesse. Bientôt mairesse. Ici, on a eu une belle mobilisation hier. M. Dufour dit qu'il va travailler pour nous. Et je l'espère qu'il va continuer à travailler pour nous. Mais je lui demande encore de nous parler, de nous envoyer un petit mot, quelque chose, une petite présence. C'est ça que je demande. Merci. Merci, Jacqueline. Quand on était là-bas, on a apporté des documents. On a apporté le document qui avait leaké. Leaké, ça veut dire une fuite, là, du CISAT. On a apporté ça au ministre. Il nous a dit qu'il était déjà au courant, qu'il y avait déjà ce document-là. Mais on a apporté un autre document aussi. On a apporté une liste des dates avec l'occupation des lits et des civières du CLSC. Ça, il a dit qu'il ne l'avait pas. Fait que déjà, c'est un bon gain pour nous autres, une petite victoire qu'on a eue là. De nous faire rassurer aussi par M. Dufour, excusez-moi, là,
Il est tellement souvent pas là que je ne rappelle jamais son nom. On s'est fait comme semi-rassuré comme quand même. Là, le dossier était épais pour nous autres. Fait que ça, c'est encourageant. C'est une petite victoire aussi. Là, il nous parlait, c'est sûr, en tant que ministre, avec des conversations avec le cabinet. Là, je ne vais pas vous parler de politique et de comment ça fonctionne, mais le cabinet, en gros, là, c'est tout comment est-ce que ça fonctionne, le gouvernement. Tous les ministres sont dans le cabinet, puis c'est là que se prennent des décisions. Fait qu'il portait ce chapeau-là, surtout. Il disait, regardez, nous autres, ce qu'on fait, c'est que on va jaser directement au cabinet, puis on pousse là. C'est pas vrai qu'on va faire des apparitions publiques. Nous autres, ce qu'on aimerait, c'est que notre député soit là, pas seulement notre ministre soit là. C'est là-dessus qu'on a poussé beaucoup. On lui a dit qu'on avait roulé 50 km/h, puis que ça avait fait une méchante grosse file d'attente. Puis on lui a dit que c'était une analogie pour l'urgence de Val-d'Or aussi. Mais qu'on aille à l'urgence de Val-d'Or, ça a créé la même affaire. Il va y avoir des files d'attente incroyables si on se ramasse là. Ça, j'ai même pas besoin de vous vanter ça, vous le savez déjà. Là, À part ça, on a parlé un petit peu de la désinformation que le CISAT faisait. T'sais. On leur a dit que c'était pas vrai qu'on faisait de la désinformation. C'est pour ça qu'on est arrivé avec les tableaux, avec les données, pour leur montrer que nous autres, on n'avait pas de blanche là-dessus. C'est pas vrai qu'on fait de la désinformation. C'est eux autres qui utilisent des mauvais chiffres, c'est eux autres qui font une mauvaise administration. On a dit aussi que c'était pas vrai qu'on bâchait sur les 6000 employés du CISAT. Ils font un excellent travail. Les autres, le maire Matt tout à l'heure en a déjà parlé. Mais je vais leur dire, ils font un excellent travail. On est avec eux autres de tout cœur. Puis nous autres, les données qu'on reçoit, les données qu'on donne au ministre, c'est des données de gens qui veulent garder l'anonymat parce qu'ils ont peur. C'est des gens dans le système qui veulent garder l'anonymat parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles de leur organisation. Fait que nous autres, on a des données, mais on ne peut pas prouver qu'elles sont bonnes, t'sais. Fait que c'est là où elle va aller jouer en disant c'est de la désinformation. Mais c'est pas de la désinformation, c'est de l'information anonyme. Il y a une différence entre les deux. Le monde a peur. Ça, je l'ai dit aux députés hier aussi. Le monde a peur de parler. C'est pas normal que dans une démocratie comme la nôtre, le monde ait peur de parler.